Donc, effectivement, en fait, je vais vous présenter un travail qui a été initié par le travail de thèse de Marie-Caroline Corbineau, qu'on encadrait avec Jean-Christophe Pesquet et qui avait été fait en collaboration avec des chercheurs de l'Université de Modène en Italie. Et puis, du coup, ça me permettra d'aller un petit peu plus loin pour avoir une vue un petit peu plus étendue sur effectivement le déroulement des algorithmes proximaux. Donc, unfolding ou unrolling, il y a les deux noms dans la littérature, donc déroulement ou dépliement d'algorithmes, et avec une application pour la résolution des problèmes inverses, pour la restauration d'images. Alors, ce ne sera pas des images satellitaires, mais ça aurait pu. Voilà. Donc, je m'intéresse donc à la résolution de ces problèmes inverses en images, donc le contexte très classique, où on va avoir une image observée Y qui va être une version perturbée de notre image d'intérêt X bar par un opérateur linéaire H, donc typiquement un flou, donc c'est ce qu'on considérera ici dans notre application, et un bruit. Donc, une méthode efficace pour résoudre ce type de problème, c'est formuler le problème comme un problème d'optimisation. Donc, on peut appeler ça une approche variationnelle, où on va chercher l'estimé de l'image de départ comme le minimiseur d'un critère qui contient souvent deux parties, c'est-à-dire le terme qu'on appelle d'attache aux données, qui va mesurer l'attache en fait, entre les données Y qu'on observe et notre modèle HX. Par exemple, un terme de moindre carré, donc ça va être lié en fait, au modèle de bruit qu'on va avoir. Et en plus, on incorpore des informations a priori sur l'image recherchée à travers une fonction de régularisation R qu'on pondère par un facteur de régularisation lambda. Ça, c'est vraiment l'approche classique d'optimisation. On peut aussi avoir envie d'imposer des contraintes sur X, donc on pourrait directement incorporer dans la fonction de régularisation. Ici, on va s'intéresser un petit peu plus aux méthodes d'optimisation sans contraintes, donc c'est pour ça que j'ai mis les contraintes à part ici, donc on suppose que X appartient à C. Par exemple, contrainte très simple en traitement d'image, l'intensité des pixels peut être positive. Donc, ces approches-là, elles sont intéressantes puisque donc, on peut incorporer de façon très naturelle des connaissances a priori sur la solution, des contraintes. C'est des approches qui sont basées sur des concepts mathématiques solides. Alors, bien sûr, on se retrouve avec un problème d'optimisation qui n'est pas forcément facile à résoudre. Donc, en général, on n'a pas de solution close et donc on va utiliser un algorithme d'optimisation itératif pour résoudre ce problème-là. Une autre difficulté à laquelle on peut être rencontré, donc plus sur un aspect applicatif, c'est que finalement, minimiser ce coût, ce n'est pas exactement ce qu'on veut faire. Nous, ce qu'on voudrait, c'est, en traitement d'image, c'est obtenir l'image de la meilleure qualité possible. Donc, on aimerait plutôt optimiser un critère directement de qualité de l'image, typiquement SNR, ou des critères de qualité perceptuelle tels que le SSIM. Et en fait, ça, ce n'est pas forcément très bien reflété directement dans cette fonction objectif. Et puis, le grand problème avec ces approches, c'est le réglage des hyperparamètres. Hyperparamètre qui peut être premièrement le paramètre de régularisation. Et puis, quand on a des algorithmes itératifs, on a souvent des pas, des poids qu'on ne sait pas très bien toujours régler. Ça prend du temps. Ça demande un peu de technicité, donc pour des utilisateurs qui ne sont pas forcément du domaine de l'utilisation, ça ne peut pas forcément être évident. Et donc, récemment, il y a une toute autre famille d'approches pour résoudre des problèmes de restauration d'image qui sont des méthodes d'apprentissage, donc plutôt des méthodes d'apprentissage supervisées, où en fait, on suppose qu'on a accès à une base de données qui va nous permettre d'apprendre la tâche de restauration d'image, donc de résolution de notre problème inverse, et à partir de modèles non linéaires, donc typiquement réseau de neurones. Donc, c'est des méthodes qui sont très génériques.
Là aussi, c'est relativement efficace pour incorporer des informations a priori. L'information a priori, à ce moment-là, elle va plutôt dépendre en fait de la base de données qu'on va donner pour entraîner notre réseau de neurones. Avec ces méthodes, je dirais, dans leur implémentation classique, ça ne va pas forcément être naturel, par contre, de prendre en compte des modèles physiques par exemple, sur le modèle d'observation. Et puis, on a souvent reproché à ces méthodes de réseau de neurones, en tout cas la première génération, d'être un petit peu boîte noire et empirique, en tout cas difficile à interpréter pour les utilisateurs. Donc, d'où l'idée en fait de combiner les deux approches avec le déroulement des algorithmes d'optimisation. Donc, c'est une idée qui date d'une dizaine d'années maintenant et qui a vraiment montré des grands bénéfices dans de nombreuses applications du traitement d'image. Donc, c'est l'approche qu'on va adopter dans cette présentation. Alors, en termes un petit peu méthodologiques, en fait, parce que l'idée, c'est de combiner des idées qui venaient de la formulation du perceptron, en fait, donc très ancienne des réseaux de neurones. C'est-à-dire cette idée d'enchaîner des couches linéaires et non linéaires pour modéliser des fonctions complexes non linéaires. Et puis, d'utiliser aussi les outils récents d'analyse convexe, notamment donc, les méthodes de points fixes et l'opérateur proximal. Et donc, en fait, ce que je vais montrer, c'est qu'en fait, en combinant ces deux idées, on peut arriver à des nouvelles approches qui sont ces méthodes proximales déroulées sur des réseaux de neurones et qui ont des propriétés très intéressantes au niveau théorique et notamment au niveau de l'analyse de stabilité des réseaux qui sont obtenus et aussi qui sont en fait très compétitives au niveau des résultats applicatifs sur des tâches de traitement d'image. Alors, pour continuer dans cet aspect un peu de motivation des algorithmes déroulés, je pars d'un problème d'optimisation très simple où on cherche à minimiser un terme de moindre carré sous une contrainte convexe. Donc, on a C qui est un ensemble convexe fermé non vide. On est dans les espaces euclidiens, hein, dans Rn. Et puis, on a ce problème d'optimisation-là, une méthode très simple en fait pour résoudre ce problème-là, c'est la méthode de gradient projeté. Donc cette méthode, elle s'écrit sous la forme suivante. Il y a deux étapes. On fait une descente de gradient sur la fonction de moindre carré. Ça nous donne cette update qui est linéaire. Et ensuite, on projette sur C, et puis on a un paramètre qui est gamma k, qui est le pas de l'algorithme et qui va influencer la convergence en fait, de la suite xk vers une solution du problème de départ. Alors, si on regarde un petit peu cette itération, c'est intéressant parce qu'en fait, on se rend compte qu'on est en train de combiner deux étapes. Une étape qui est linéaire. Donc, on voit que sur xk, on lui applique un opérateur linéaire que je note wk, qui dépend des k parce qu'il dépend du pas, de la valeur du pas à l'itération k, qui est noté ici. Et puis, on a un autre bout linéaire qui, cette fois-ci, n'est pas appliqué sur xk. Donc, c'est une sorte de terme de biais. Donc, j'utilise exprès ce terme-là, puisque c'est un terme qu'on va retrouver dans les réseaux de neurones. Donc, on a cette opération linéaire-là, et puis on la compose par une opération qui est non linéaire, qui est notre étape de projection. Et donc ça, on peut essayer de reprendre un petit peu le cadre des réseaux de neurones. Donc, on écrit ça comme un pipeline. Donc là, j'ai écrit les grands cas, premières itérations du gradient projeté. Et ce qu'on voit assez simplement, c'est que en fait, ça revient à combiner des opérations linéaires, donc poids, avec des matrices de poids WK, des termes de biais ici, qui correspondaient à cette étape-là, et des blocs qui sont non linéaires, qui sont les blocs de projection. Et donc, cette vision en fait, des choses, elle est extrêmement intéressante parce qu'en fait, ça ressemble énormément à la structure d'un réseau de neurones qu'on peut voir ici. Donc, c'est dans la classe des réseaux de neurones qu'on appelle feed-forward. C'est le réseau de neurones classique perceptron. En fait, ces réseaux-là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Exactement la même chose. Ils vont alterner l'application de matrices de poids WK, de vecteurs de biais, BK, et cette fois-ci, donc on n'a pas une projection, on a quelque chose de plus général qui va s'appeler une fonction d'activation.
C'est une fonction d'activation qui va aller de, donc là, si c'est la dimension nk+1, ça va de nk+1 dans nk+1. C'est-à-dire que ça ne change pas la dimension. En général, c'est des fonctions qui s'appliquent élément par élément, mais il y a des fonctions un petit peu plus compliquées d'activation qui peuvent se trouver dans la littérature. On verra des exemples par la suite. Dans le cas des réseaux neurones, pour la matrice de poids WK, donc ce n'est pas forcément une matrice quelconque, c'est assez souvent des opérateurs de convolution. On pense au réseau de neurones convolutifs. Dans ce cas-là, WK va être un opérateur convolutif. Donc, on voit qu'on a vraiment un lien en fait, entre cette méthode d'optimisation de gradient projeté et puis ce modèle simple de réseau de neurones. Donc, on verra en fait comment exploiter ce lien par la suite. Donc, une autre chose importante, donc un outil qui va être fondamental dans cette présentation, c'est l'opérateur proximal. Donc, un outil extrêmement utile pour résoudre des problèmes d'optimisation convexe non différenciables. Donc, c'est un outil qui a été introduit par Jean-Luc Moreau dans les années 60, donc qui est défini de la façon suivante. Donc, on considère une certaine fonction G qui est supposée convexe. Et en fait, on va définir l'opérateur proximal de cette fonction G en un point X comme le minimiseur de la fonction G plus la distance au point X, la distance quadratique au point X. Alors, c'est intéressant de voir que si cette fonction-là, c'est la fonction indicatrice de l'espace C, c'est-à-dire une fonction qui serait égale à 0 pour X appartenant à C et plus l'infini sinon, donc une fonction qui serait utilisée pour renforcer des contraintes, alors cet opérateur proximal, il devient équivalent à un opérateur de projection sur C, donc l'opérateur qu'on a vu justement dans notre algorithme de gradient projeté. Donc, je ne vais pas forcément faire un tour d'horizon des méthodes proximales, mais il faut savoir qu'il y a une méthode vraiment importante qui est l'algorithme de gradient proximal. L'idée générale, c'est donc on avait notre algorithme de gradient projeté et cette fois-ci, au lieu de projeter sur l'espace C, on va pouvoir faire quelque chose de plus général où on va pouvoir calculer l'opérateur proximal d'une certaine fonction G qui n'est plus forcément liée à une contrainte. C'est un algorithme qui s'appelle le gradient proximal et qui est aussi appelé l'algorithme forward-backward ou l'algorithme de seuillage itératif dans le cas particulier où G est la norme L1. Donc, ce qu'il faut savoir, donc là, j'ai dit que dans le cas, on avait un cas particulier où le prox s'identifiait avec une projection. Plus généralement, comme on s'intéresse à faire le lien entre ces algos proximaux et puis les réseaux neurones, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, un grand nombre d'opérateurs d'activation, c'est-à-dire ce qui va être utilisé ici dans le cadre des réseaux de neurones, ceux qui ont été utilisés dans la littérature, en fait, ces opérateurs peuvent s'écrire comme les opérateurs proximaux de certaines fonctions G. Donc là, je vais donner quelques exemples pour voir en fait qu'il y a vraiment un lien fort en fait entre cette formulation réseau neurone et ces algorithmes proximaux. Donc, le premier exemple, peut-être le plus connu, en fait, c'est la fonction d'activation ReLU, qui est extrêmement utilisée dans le domaine des réseaux neurones. C'est une fonction d'activation très simple. Alors là, j'ai dit, en fait, c'est des fonctions d'activation qui vont vraiment agir elementwise. Donc là, je l'ai définie dans R, mais elle va agir sur toutes les composantes de son entrée. Une fonction très simple, et en fait, si on regarde cette fonction, on se rend compte que cette fonction, elle réalise tout simplement la projection sur la contrainte de positivité de son entrée. Donc, cette fonction, elle peut se voir comme une projection et donc comme un opérateur proximal. Alors, il y a des exemples un petit peu plus complexes, donc on peut aller à l'étape d'après. La fonction ReLU paramétrée. Donc là, on la modifie un petit peu, puis on rajoute un terme linéaire dans la partie négative. Donc ça aussi, ça a été assez utilisé dans beaucoup d'applications. C'est aussi l'opérateur proximal d'une certaine fonction phi qui est écrite ici. Donc on a une fonction qui a un morceau quadratique et qui est 0 sur la partie positive. Deux autres exemples. La fonction sigmoïde, là aussi très utilisée, notamment sur des applications de classification des réseaux neuraux. Là aussi, on peut exprimer
la fonction proximale associée. Alors là, on commence à voir des fonctions qui semblent un petit peu alambiquées, mais en fait, l'important, c'est d'avoir cette relation-là. Autre fonction d'activation, la fonction d'Elliott, donc je ne vais pas tout détailler. Voilà, ce que je voulais dire, c'est qu'on peut aussi trouver ces propriétés-là de lien entre fonction d'activation et prox sur des fonctions d'activation plus complexes qui vont être des fonctions d'activation vectorielles. Alors, une fonction très importante dans les réseaux de neurones, c'est la fonction softmax. Donc là aussi, très utilisée pour faire de la classification, notamment du multiclasse. Et donc là, encore, on peut exprimer la fonction proximale associée. Donc là, ça commence à être un petit peu plus complexe. On a des contraintes qui sont à prendre en compte, mais ça fonctionne. Et une autre fonction vectorielle qu'on a ici, c'est une fonction qui s'appelle squashing function, donc qui est utilisée dans un type de réseau neurone qui s'appelle les CAPSNet. Et donc là encore, on peut exprimer cette fonction en fonction d'un prox, donc là d'une fonction phi qui est dessinée ici, composée avec la norme. Voilà, donc j'ai donné des références à la fin. Il y a beaucoup de liens entre ces fonctions d'activation et les prox. Et donc là, maintenant, j'aimerais vous montrer en fait comment est-ce qu'on peut utiliser ce savoir-là pour construire des nouveaux réseaux de neurones. Alors, je pars d'un problème d'optimisation, donc un petit peu plus compliqué que notre problème de moindre carré sous contrainte. Donc, je suis toujours dans l'idée de résoudre mon problème inverse, y égale hx. Donc, je formule mon problème d'optimisation sous la forme suivante. Donc, j'ai mon terme de fidélité aux données, un terme de régularisation et j'inclus des contraintes. Alors, je fais des petites hypothèses sur mes fonctions. Alors là, on voit que l'important, c'est qu'elle soit ici différenciable et que ce terme-là soit convexe. Là, j'ai supposé la différenciabilité 2 fois. Pourquoi? Ça va nous servir par la suite, parce qu'à un moment, on va vouloir faire de l'entraînement de réseaux neurones, faire de l'autodifférenciation. Donc, ça va être bien utile d'avoir la double différenciabilité. Je minimise mon critère sous des contraintes, donc des contraintes qui vont être liées à mon application. Donc, j'ai parlé des contraintes de positivité, mais on peut imaginer toutes sortes de contraintes qu'on voudrait imposer sur la solution. Et donc là, je vais supposer que mes contraintes, elles s'expriment sous forme de contraintes d'inégalité. Donc, on veut imposer des CI de X positifs avec les moins CI qui sont convexes. Donc, tout ça pour imposer que le domaine des contraintes est bien convexe. Donc, sous mes hypothèses, en fait, qui sont listées ici, j'ai bien l'existence d'une solution à mon problème. Et donc, je vais utiliser ici une approche particulière en fait, d'optimisation pour traiter mon problème d'optimisation sous contrainte, qui est une approche de point intérieur. Donc, c'est des méthodes un petit peu anciennes, mais qui reviennent un petit peu au goût du jour, notamment. Donc, nous, en fait, on a expliqué comment les combiner avec les méthodes proximales pour pouvoir traiter des problèmes non différenciables. Donc, quelle est l'idée de ces méthodes de point intérieur? Donc, c'est basé sur un outil qui s'appelle la barrière logarithmique. Donc, on part de nos contraintes d'inégalité et on va créer cette fonction B de x qui va être moins la somme des logs des contraintes pour x qui est à l'intérieur strict du domaine et égale à plus l'infini à l'extérieur du domaine. Et donc, voilà comment est-ce qu'on va utiliser notre barrière logarithmique. Donc, on part de notre problème d'optimisation sous contrainte avec des contraintes potentiellement nombreuses et difficiles à traiter. Ce qu'on va faire, c'est qu'on remplace ce problème par une séquence de sous-problèmes qui vont être la minimisation, donc cette fois-ci sans contrainte, de f plus lambda r plus mu fois notre fonction barrière. Où mu, ça s'appelle le paramètre de barrière, donc qui est strictement positif. Donc voilà quoi, si en pointillé, on avait notre fonction de départ et puis une contrainte de borne, délimitée par les deux traits rouges ici. La fonction augmentée de la barrière, elle va prendre cette forme-là, ce qui fait que son minimiseur va, par construction, vérifier de façon stricte les contraintes d'inégalité. Donc, l'idée des méthodes de point intérieur, en fait, c'est de résoudre ces sous-problèmes
évidemment de façon approchée pour une suite MUCA qui va tendre vers 0 pour se ramener à la solution du problème initial. Alors, c'est très intéressant comme approche. Il y a beaucoup de classes, beaucoup de variantes de méthodes de points antérieurs, dont certaines avec des taux de convergence superlinéaires. Le souci, c'est que souvent, ces méthodes-là, ces vieilles méthodes, je dirais, de points antérieurs, elles étaient basées sur des itérations de type Newton. Et donc, on avait besoin d'inverser des systèmes de taille n fois n à chaque itération. Donc, c'était très coûteux. Et puis, ce n'était pas forcément très facile à étendre au cas de problèmes non différentiables. Donc ici, on va s'intéresser à une variante en fait, de ces méthodes de points antérieurs qui s'appellent les méthodes de points antérieurs proximales. Donc c'est une idée pas forcément récente de combiner prox et points antérieurs. On retrouve cette idée dans cet article là, de Kaplan. Donc, dans leur article, ce qu'ils faisaient, c'est qu'à chaque itération, ils calculaient le prox de la fonction augmentée de sa barrière avec un certain poids gamma k. La difficulté, donc il y a des propriétés théoriques très intéressantes. Le souci, c'est que là, on a un sous-problème d'optimisation qui n'est pas du tout évident à résoudre. Donc nous, ce qu'on a proposé, c'est plutôt de relaxer un petit peu cette itération et de la remplacer par une étape de gradient proximal, de forward backward. Donc qu'est-ce qu'on fait? À chaque itération, on fait une descente de gradient sur notre fonction de départ, donc f plus lambda r, donc là c'est juste l'expression du gradient, avec un certain pas gamma k, et on applique notre barrière à travers son opérateur proximal, donc on calcule le prox de gamma k fois mu k fois b. Donc là c'est intéressant au niveau computationnel parce qu'on n'a plus qu'à savoir calculer l'opérateur proximal de la fonction barrière. Donc, dans notre article, en fait, ce qu'on a montré, c'est que l'opérateur proximal de la fonction barrière, évidemment, ça va dépendre des contraintes qui sont en jeu. Donc, on a listé, en fait, pour un certain nombre d'exemples de contraintes qu'on peut rencontrer, l'expression de l'opérateur proximal de la barrière. Et on a aussi exprimé quelque chose qui va être très utile quand on va faire de l'apprentissage de réseaux de neurones, le jacobien, enfin la matrice jacobienne de cet opérateur proximal. Ça va nous permettre à nouveau de différencier nos opérations qui vont être impliquées dans notre algorithme. Donc là, voilà l'exemple pour la contrainte affine, donc l'opérateur proximal et le jacobien associé. On a l'exemple de fonctions de contraintes, ça s'appelle hyperstable, donc des contraintes de borne sur une transformation linéaire de x. Donc là aussi, on a un opérateur proximal relativement simple. On a une équation cubique à résoudre, donc ça se fait assez bien. Et on peut exprimer aussi le jacobien. Et donc là, ce que je voulais montrer, c'est que, vous savez, à un moment, j'ai dit, bon, finalement, toutes les fonctions d'activation, beaucoup de fonctions d'activation peuvent être interprétées comme des prox. Là, on a eu envie de tracer en fait la forme de notre opérateur proximal obtenu dans le cas de contraintes de borne, donc des contraintes très simples, scalaires, entre bornes entre 0 et 1, pour plusieurs valeurs du paramètre gamma mu devant B. Et donc, voilà la fonction qu'on obtient. Donc, en fait, ça va être une fonction qui agit de cette façon-là. Donc, il y a une sorte de saturation ici, puisqu'on veut vérifier la contrainte de borne. Donc, évidemment, en sortie, on va bien voir la contrainte de borne qui va être vérifiée. Et on voit l'influence, en fait, du paramètre gamma mu. Et donc, plus il va se rapprocher de 0, plus on va être proche d'une fonction de projection en fait sur 0,1, qui est bien l'effet attendu par cette fonction barrière logarithmique. Dernier exemple, donc des contraintes de borne sur la boule L2, donc un petit peu plus compliqué à prendre en compte, mais là aussi on peut calculer l'opérateur proximal. Et donc le tracé, donc là aussi on a cet effet de on tend vers la projection sur la boule L2 quand le paramètre gamma mu tend vers 0. Voilà, donc là on a tous les outils pour mettre en place notre algorithme forward backward proximal interior point method
et pour le dérouler. Donc déjà, je commence par décrire l'algorithme. Donc on a dit qu'on avait notre étape de gradient, on a notre prox, on a des paramètres gamma k et mu k. Donc on a réussi à montrer des propriétés de convergence sur cet algorithme. C'est très intéressant. Le souci, c'est que on a beaucoup de difficultés en fait à régler les paramètres de l'algorithme. Alors évidemment, il y a des règles théoriques de choix du pas et du paramètre de barrière. Donc notamment, le paramètre de barrière, il doit décroître à un certain taux. Mais en pratique, on voit quand même que la vitesse pratique de l'algorithme, elle est vraiment très très sensible au réglage de ces paramètres. Donc c'est pas forcément très facile à utiliser. Et puis, on a toujours ce paramètre de régularisation qu'on aimerait bien régler de façon automatique. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dérouler notre algorithme proximal point intérieur sous la forme d'un réseau de neurones. Et à quoi ça va nous servir? Ça va nous permettre d'apprendre de façon supervisée les paramètres mu k, gamma k et lambda qu'on va du coup autoriser à dépendre de k. Donc là, on aura lambda k. Donc, l'idée est la suivante, on regarde notre algorithme, donc ça c'est une itération de notre algorithme, et on va se dire, une itération, maintenant ça va correspondre à une couche d'un réseau de neurones qui va prendre en entrée donc xk, et qui va aussi dépendre de gamma k, lambda k, mu k. Donc, voilà l'architecture qu'on a proposée. Donc là, je vous présente pour l'exemple de cet algorithme-là, mais c'est vraiment la même méthodologie quand on va dérouler des algorithmes d'optimisation, en particulier les algorithmes proximaux. Donc voilà ce qu'on fait. On a notre A. Donc ça, A, c'est une itération de notre algorithme de départ. Cette itération, elle requiert des réglages de gamma k, lambda k, mu k. Et donc, ce qu'on va faire maintenant, au lieu de lui donner une règle mathématique, on va introduire trois structures ici, qui vont être des petits réseaux, et qui vont en fait qui vont être appris, donc les poids de ces réseaux vont être appris pour régler automatiquement les gamma k, lambda k, mu k. Ce qui est aussi intéressant, comme maintenant on est dans un cadre réseau neurones, on est un petit peu plus flexible et du coup là on peut aussi rajouter une couche de post-processing si on a envie d'améliorer la qualité de nos images. En entrée de notre réseau neurone, là on est dans un contexte de restauration d'images, de déconvolution d'images, donc c'était naturel de mettre en entrée l'image floue et bruitée, donc là ça va vraiment dépendre de l'application à ce qu'on va mettre en entrée. Donc, si on regarde un peu de plus près, donc là, évidemment, c'est là où il faut quand même utiliser nos connaissances d'optimisation et de, je dirais, traitement d'images. On ne va pas mettre n'importe quoi dans ces petits réseaux. Donc, premier réseau, donc là, le pas gamma k, donc ça, c'est le pas de l'algorithme. Alors, on met une structure très, très simple, juste une couche soft plus, ça s'appelle, d'un paramètre AK. Donc, le paramètre AK va être appris. Le pas d'un algorithme, c'est supposé quand même être positif. Donc, c'est pour ça qu'on renforce la contrainte de positivité. Et puis, ce que je veux dire, c'est que là, sur le pas, on n'a pas fait quelque chose de compliqué. Donc, il ne dépend pas de XK, de Y. Il ne dépend que d'un paramètre AK qui est appris. Pour le paramètre de barrière, donc là, on a fait pas mal d'essais, on s'est rendu compte que c'était quand même important qu'il dépende de l'itération courante XK pour avoir quand même une bonne stabilité de l'algorithme. Et donc là, on introduit ce réseau-là. Donc c'est là où toute l'expertise, je dirais, pratique des réseaux neurones va être utile parce que voilà, faut tester pas mal de petites architectures jusqu'à arriver à quelque chose qui fonctionne. Là aussi, évidemment, on renforce la positivité du paramètre mu k. Et ensuite, on a dit, donc on apprend le paramètre de régularisation. Donc là, on va aussi prendre un paramètre qui va dépendre de XK, mais on a testé beaucoup de choses et on s'est rendu compte que là, il fallait vraiment faire des choses un peu, quand même s'inspirer de ce qu'on sait faire en traitement d'image, c'est-à-dire que le paramètre de régularisation, on suppose quand même qu'il va dépendre du niveau de bruit qui dégrade l'image. Et donc là, je présenterai dans la partie applicative, en fait, on va avoir un estimateur du niveau de bruit. Et de cet estimateur-là, on va en déduire, on va mettre en entrée de notre architecture pour apprendre le lambda k. Et donc, ce que je dis, notre boîte A, c'est notre itération de l'algorithme proximal. Et maintenant, elle est bien définie puisque mu k, gamma k et lambda k sont les sorties des petits réseaux. Et donc, on peut bien appliquer notre étape.
Et enfin, voilà, une couche de post-processing, ce n'est pas obligatoire, ça va vraiment dépendre des applications puis des résultats qu'on obtient. Alors, au niveau de l'apprentissage, alors il y a quelque chose qui est important quand on fait de l'unrolling, justement, on va, cette fois-ci, ce qui nous intéresse, c'est plus en fait de minimiser notre fonction de coût, c'est de maximiser la qualité visuelle de l'image en sortie. Donc, une première chose, ça va être de définir une nouvelle fonction de coût qui va être directement liée à la tâche qu'on souhaite réaliser. Donc là, dans nos expériences, on a utilisé le SSIM. Ça, c'est vraiment problème dépendant, mais du coup, on peut vraiment choisir ce qu'on a envie d'optimiser sur la tâche qui nous intéresse. Alors, l'apprentissage de ce type de réseau, il faut faire assez attention. Donc, il y a beaucoup d'outils d'autodifférenciation qui sont disponibles sur les frameworks de réseaux de neurones. Quand on a des tâches comme ça avec des opérateurs proximaux, ça peut vraiment valoir le coup, on a vraiment vu ça, de faire les calculs un peu nous-mêmes des gradients. C'est pour ça qu'on va avoir besoin en fait des jacobiens, de l'opérateur proximal pour coder manuellement la partie différenciation de l'étape d'algorithme d'optimisation. Ça fait vraiment gagner beaucoup en termes de qualité, de comportement de l'entraînement. Sinon, on a vraiment vu des instabilités en fait au niveau de l'autodifférenciation quand on a des opérateurs proximaux. Et puis voilà, autant utiliser nos connaissances mathématiques pour améliorer l'entraînement. Donc, c'est fait avec un gradient stochastique. Alors, avant de présenter les résultats, j'avais envie de vous parler un petit peu de stabilité des réseaux de neurones. Donc, on en a un petit peu parlé dans le premier exposé. Donc, effectivement, en fait, les réseaux de neurones ont été beaucoup critiqués pour leur manque de robustesse. Et notamment, on a vu des comportements un peu bizarres avec des attaques adverses où on pouvait modifier de façon non perceptible des images en entrée et on avait des sorties complètement aberrantes d'un classifieur. Ça, c'est l'exemple qui a été très diffusé. C'est une problématique qui intéresse beaucoup les industriels ou les acteurs de l'imagerie médicale, où on commence de plus en plus à utiliser de l'intelligence artificielle pour prendre des décisions qui peuvent, s'il y a des erreurs, entraîner des risques importants, des responsabilités légales. Donc, c'est quand même fondamental en fait d'arriver à avoir des résultats sur la robustesse de ces réseaux et des sorties qui peuvent donner. Donc nous, en fait, on a utilisé des travaux récents sur les opérateurs moyennés. Donc, c'est basé sur la théorie des points fixes qui va nous permettre en fait d'arriver à garantir, à certifier, à garantir et à quantifier la robustesse des réseaux de neurones. Donc là, je vais vous présenter un petit peu comment est-ce que ça se met en place sur notre exemple de point intérieur proximal déroulé. Donc, j'ai rajouté ce slide là récemment, une petite remarque. C'est vrai qu'on parle beaucoup de stabilité des perturbations. En fait, les perturbations, on peut les mettre à différents endroits du réseau. Donc, dans ce travail, dans cet exposé-là, moi, là, je parle de des perturbations qui arrivent dans l'entrée du réseau, c'est-à-dire sur le X0. Donc ça, c'est un premier travail, mais on pourrait se poser la question de quelque chose d'un peu plus ambitieux, c'est-à-dire des perturbations qui pourraient arriver entre les couches du réseau de neurones. Donc, par exemple, sur des poids du réseau de neurones ou sur des paramètres qui apparaissent à toutes les couches. Donc là, ça demande une étude beaucoup plus poussée. On a fait un travail récent dans le cadre de la résolution des problèmes inverses avec ces algorithmes de Roulet à l'étude de la stabilité à des perturbations sur les données observées Y. Donc, les données observées Y, j'ai dit que je les mettais en entrée pour mon X0, mais en fait, Y, il va apparaître sur toutes les couches de mon réseau. Pourquoi? Parce qu'il est présent dans ma descente de gradient.
de mon attache aux données. Donc, si on a des perturbations dans Y, c'est-à-dire tout simplement du bruit, les données sont bruitées, et ben, en fait, la perturbation, elle est propagée dans tout le réseau. Et donc, du coup, ça demande une autre étude de stabilité. Donc là, j'ai mis une référence dans un cas particulier, donc dans le cas de l'algorithme forward-backward déroulé pour des applications de problèmes inverses en 1D. Voilà, je repars sur mon algorithme. Alors, pour l'analyse de stabilité, donc ça fait appel à un outil qui s'appelle les opérateurs alpha moyennés. Donc, il s'agit d'une propriété des opérateurs de points fixes. Donc là, on a un opérateur de Rn dans Rn et on dit qu'il est alpha moyenné s'il existe un opérateur non expansif R tel que T s'écrit 1 moins alpha identité plus alpha R. Alors, plus concrètement, on a une définition équivalente ici. Un opérateur T est alpha moyenné, donc avec la constante qui est entre 0 et 1. Donc ici, on enlève 0. Si et seulement si, pour tout x, y, on arrive à borner donc, la norme T de x moins T de y au carré par une quantité qui dépend de la norme de x moins y au carré et puis de ce terme-là. Donc ça, là, on voit tout de suite pourquoi est-ce que ça va être très important pour étudier la stabilité. Donc, imaginons que T, ça soit toute ma boîte, tout mon réseau. En fait, là, ce qu'on est en train de quantifier, c'est on perturbe, enfin, imaginons qu'on ait une différence x moins y, donc que x moins y, ça soit deux entrées différentes. Donc ça quantifierait en fait la perturbation sur l'entrée et on regarde qu'est-ce qu'il advient sur la perturbation en sortie. Donc, c'est vraiment la norme de Tx moins T de Y. On voit que cette borne, elle va dépendre de façon importante de la constante alpha d'alpha moyen âge ici. Donc, on va regarder un petit peu dans notre exemple de réseau de Rhodes comment est-ce qu'on peut démontrer cette propriété et puis calculer ce alpha. Alors, pour simplifier un petit peu les calculs, vous allez voir, c'est quand même c'est très calculatoire. On va se placer dans un cadre un peu particulier d'un problème quadratique. Donc, je prends une attache aux données quadratique et une régularisation quadratique et j'ai toujours mes contraintes. Donc là, j'ai écrit mon algorithme dans ce cas particulier-là. Donc, c'est un cas particulier qui est sympathique parce que dans ce cas-là, toute l'étape de descente de gradient, elle devient linéaire et on peut directement se ramener à l'architecture qui a été étudiée dans l'article de Combet et Pesquet. Donc, l'architecture feed-forward, dont j'en ai déjà parlé, où on compose une opération linéaire sur xk avec une matrice de poids wk et un biais bk, et une opération non linéaire rk. Donc, dans leurs travaux, donc, la condition, c'est que rk doit être une fonction d'activation avec certaines propriétés. Donc là, on a bien vérifié que notre RK ici, c'est l'opérateur proximal d'une fonction barrière. Donc ça correspond à une certaine fonction d'activation et donc ça va bien vérifier les hypothèses mathématiques demandées par l'étude. Donc, une fois qu'on a ça, donc on s'intéresse à la stabilité de cette composition. Donc, je vais vous présenter les résultats étape par étape pour voir un petit peu comment ça se complexifie. Donc, déjà, je pars de mon réseau quand il n'a que deux couches. Donc, j'ai R0, W0, B0, R1, W1, B1. En appliquant donc, les résultats de Combet et Pesquet, voilà ce qu'on obtient. Donc, cet opérateur-là, il est bien alpha, il est alpha moyenné. Avec une constante alpha. Donc, voilà, je ne vais pas détailler les calculs, mais en fait, on peut relier alpha à cette constante qui va jouer un rôle important. Θ1, en fait, on voit qu'elle est liée à la norme des opérateurs qui sont impliqués, W1 et W0. Donc ça, c'est le théorème de Combet et Pesquet dans le cas d'un réseau à deux couches. Là, je le réécris dans le cas d'un réseau à trois couches. Donc, dans le papier, il est écrit dans le cas général. Ça, c'est juste pour vous montrer. On a une constante qui se complexifie. Là, on a la norme de W, donc c'est la composition des trois. Et là, on a le W2 qui apparaît. On arrive toujours à avoir une borne sur la constante d'alpha moyen âge. Et donc, enfin, là, j'affiche le théorème général qui est dans leur article. Donc là, on voit que
il y a plein de sommes, de compositions, mais en tout cas, le message, c'est qu'on arrive toujours à montrer que sous des conditions sur les normes des opérateurs et de leur composition, on peut montrer que toute la composition, donc T, est bien alpha moyenné. Donc en gros, le message, c'est que finalement, la stabilité d'un réseau de neurones, donc à des perturbations sur l'entrée, dépend des matrices de poids, W. En particulier, là, le terme de biais, on voit qu'il n'apparaît pas du tout. Et les hypothèses sur les fonctions d'activation RK, elles sont très faibles et en fait, elles sont vérifiées par quasiment toutes les fonctions qu'on va trouver dans la littérature. Donc, ce qu'il faut faire vraiment attention, c'est comment on va entraîner nos poids. Alors, regardons un petit peu dans notre exemple. On avait notre problème que j'ai supposé quadratique pour que les choses s'écrivent assez simplement. Et puis, pour pouvoir écrire facilement les normes des opérateurs, là, je suppose que H transpose H et D transpose D, donc qui était dans la régularisation, sont diagonalisables dans la même base. Donc, ça me permet d'écrire les valeurs propres de façon simple. Et donc, dans ce cas-là, on peut mettre en application le théorème précédent pour exprimer θk. Donc, je peux expliciter en fait la valeur des normes qui étaient impliquées dans le théorème. Donc, il y a plein de notations ici, donc qui dépendent en fait des valeurs propres des opérateurs impliqués. Et donc, je peux montrer que le réseau qu'on a proposé, donc de point intérieur proximal, au moins dans le cas d'un problème quadratique, il est bien alpha moyenné. Et voilà les bornes sur la constante alpha. Donc là, en fait, l'idée, c'était de vous présenter vraiment toute la démarche d'analyse de stabilité. En gros, l'idée, c'est vraiment de reprendre le théorème général et puis de vérifier, d'une part, les hypothèses, de se ramener à la même structure, et ensuite de calculer explicitement les normes des opérateurs. Donc, je vais terminer l'exposé avec des expériences numériques, donc pour vous montrer ce que donne notre réseau déroulé, donc sur un problème de déconvolution d'image, donc non aveugle. Là, on connaît le flou H. Et on a une perturbation par un bruit gaussien d'écart type sigma. Donc cette fois-ci, sigma, on ne le suppose pas connu. Je vais vous montrer, en fait, on va l'apprendre, le sigma. Et on s'est placé dans le cadre d'images couleurs. Donc voilà notre formulation variationnelle. Donc on doit définir le terme d'attache aux données. On a pris un terme de moindre carré et une régularisation. Donc là, on a pris une fonction qui c'est une sorte de variation totale lissée avec un poids delta. Et où DH et DV, c'est les opérateurs de différence horizontale et verticale. Au niveau de la contrainte, là, on considère quelque chose de très simple. Donc, on a une contrainte de borne entre 0 et X max sur l'intensité des pixels. Alors, on a encore des réglages à faire pour mettre en place notre réseau de neurones. Donc, déjà, on doit choisir le nombre de couches de notre réseau de neurones, c'est-à-dire, finalement, combien de fois on va itérer notre algorithme. Donc là, c'est un peu... on a essayé différentes choses. C'est un compromis entre une stabilité en fait, du résultat et aussi le coût mémoire, puisqu'évidemment, il va falloir apprendre et stocker tous les poids des réseaux qui sont en jeu. Pour le paramètre de régularisation, comme je l'ai mentionné, en fait, on avait testé des choses un peu basiques et ça ne marchait pas très bien. Donc, on a vraiment essayé de se dire qu'est-ce qu'on ferait en tant que traiteur de signal pour apprendre lambda-K, et en fait, on est revenu à des choses un peu plus statistiques, en supposant qu'on avait notre modèle de bruit gaussien. Et donc, on va utiliser en fait l'estimation du bruit, qui est basée sur la médiane des coefficients diagonaux des compositions de R. Donc ça marche, ça fonctionne plutôt très bien comme estimateur d'un bruit gaussien, dans le cadre de la déconvolution en tout cas. Et aussi, on a utilisé, donc on fait bien notre estimation, on prend aussi en compte l'écart type des gradients de l'image. On prend en compte la régularisation. Donc en fait, on a ces deux quantités-là. Et en fait, on va simplement apprendre des combinaisons non linéaires en fait, de ces quantités. Donc, ce qu'on apprend, c'est des paramètres BK et CK. L'idée, c'est d'avoir quelque chose qui soit quand même interprétable au niveau de l'apprentissage du lambda-K. Ce qui est très intéressant, c'est que du coup, ça nous donne un réseau de neurones qui n'a pas besoin de connaître le niveau de bruit, ce qui, en tout cas, à l'époque, on avait fait ces travaux-là, n'était pas très courant dans la littérature de la déconvolution d'images par réseau de neurones.
Au niveau du post-processing, donc on a utilisé quelque chose de très classique, hein. C'est un réseau résiduel qui fonctionne très bien au niveau du post-processing. Donc maintenant, on va entraîner notre réseau de neurones. Donc pour cela, on doit définir des bases d'images. Donc on a pris des images couleurs, hein. Donc il y a beaucoup des images couleurs naturelles qui sont très faciles à trouver, hein, sur Internet. Et en fait, on va créer des couples X bar, donc l'image de départ, et Y, c'est-à-dire qu'on va dégrader ces images avec du flou et avec du bruit. Donc on a créé 5 datasets en fonction du flou qu'on avait utilisé pour dégrader les données et du bruit qui était soit constant, soit pouvant varier. Au niveau de l'entraînement, donc on utilise le SSIM. Donc notre objectif, c'est de maximiser le SSIM. Donc il y a un indice de qualité perceptuelle de l'image. On fait un entraînement. Alors, on n'entraîne pas le réseau du début à la fin parce que ça explose, enfin, en tout cas à l'époque, au niveau capacité de calcul, ça explosait en mémoire. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on entraîne les 30 premières couches de façon individuelle, c'est-à-dire l'une après l'autre, pour faire augmenter le SSIM. Et les 10 dernières couches, plus le post-processing, sont entraînées, donc on appelle ça end-to-end, donc comme un seul bloc. L'idée, c'est vraiment de réduire le coût mémoire lors de l'entraînement, et l'entraînement dure quand même quelques jours, hein, sur un GPU. Et donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que là, j'ai mes 5 datasets, donc je vais faire 5 entraînements. On s'est comparé à 2 types de méthodes. Donc déjà, qu'est-ce qui se passe si on résout le problème d'optimisation initiale avec une méthode d'optimisation dans lequel on a réglé à la main les paramètres, notamment de régularisation, pour obtenir les meilleurs résultats possibles avec cette méthode. Et on s'est comparé avec 3 architectures de réseaux de neurones. Donc voilà les résultats. Donc c'est des résultats en SSIM, donc la valeur doit être la plus proche de 1 possible. Sur les 5 datasets. Donc là, on voit qu'en fait, la plupart des méthodes basées réseau neurone sont tout de suite très compétitives par rapport à la méthode d'optimisation classique. Donc on gagne vraiment. Et puis là, on avait les meilleures performances sur tous les datasets en moyenne et sur une grande majorité des images. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que notre méthode, elle se comporte bien, quel que soit le type de flou, en tout cas pour ces tailles de flou-là. Et elle se comportait aussi bien sur les datasets dans lesquels il y avait une variabilité du bruit, ce qui nous conforte dans le fait que l'estimateur de bruit fonctionnait bien. Donc, quelques exemples d'images. Donc, la méthode la plus compétitive, en fait, ici, là, c'est un réseau résiduel avec des couches convolutives. Par rapport à cette méthode-là, on voyait qu'on gagnait en texture, donc c'est ce qui expliquait l'accroissement au niveau du SSIM, donc c'est assez visible ici. Et puis là, on a des images qui sont plus floues et il reste un petit peu d'artefacts. Voilà, donc en conclusion, en fait, le déroulement ou le dépliement d'algorithmes d'optimisation, ça permet de créer des architectures de réseaux de neurones qui sont beaucoup plus interprétables, explicables. Et donc l'idée, en fait, c'est de prendre des idées du monde de l'optimisation et de mixer ça avec des techniques de réseau de neurones, notamment les architectures qu'on utilise pour apprendre les paramètres. Là, on s'est intéressé particulièrement à un algorithme de type point intérieur. Donc, il y avait aussi une contribution qui était exprimer les opérateurs proximaux de certaines fonctions barrières et puis aussi les matrices jacobiennes. Ce qu'on peut souligner, c'est qu'il y a toujours un frein dans ces méthodes. On passe beaucoup de temps à régler l'entraînement. Donc là, on utilisait la méthode de gradient stochastique accéléré ADAM, mais ça demande beaucoup de réglages. Donc là, il y a encore, je pense, beaucoup de travaux à faire pour améliorer cette partie-là. Ce que je voulais souligner, c'est qu'en fait, le fait d'utiliser des concepts d'optimisation, donc non seulement ça permet, donc ça facilite l'entraînement et l'explicabilité, mais ça permet aussi de mieux analyser les réseaux de neurones qu'on obtient. Donc, on a vu, par exemple, dans notre analyse de stabilité, que le fait qu'on ait des couches proximales et des étapes de gradient, ça va être beaucoup plus facile de conduire l'analyse
Et on pourrait même aller plus loin, donc ça, c'est des travaux qui sont faits dans mon équipe, de faire l'entraînement sous contrainte d'avoir des conditions de stabilité, donc sous contrainte sur les matrices de poids. Voilà, donc je termine par quelques références et puis je vous remercie pour votre attention. Merci Émilie. On est juste à temps. Merci pour cet exposé qui était très instructif. On aurait le temps pour une petite question, une ou deux questions. Si il y en a, je ne vois pas notre chat, mais vous pouvez activer votre micro et vous la poser directement. S'il n'y a pas de questions. Je vais commencer par une question assez simple. Vas-y. Donc, tu as dit que tu utilisais 40 itérations pour l'entraînement. C'est aussi le cas pour le test, c'est-à-dire tu n'essaies pas de faire 40 itérations pour un algorithme itératif en reconstruction, ça ne paraît pas beaucoup. Est-ce que tu as essayé d'en faire plus d'une manière ou d'une autre? Alors, en tout cas, quand on se compare avec la méthode d'optimisation, elle, on l'a dans ce tableau-là, la méthode qui s'appelle VAR, elle, on l'a poussée jusqu'à convergence, parce que sinon, effectivement, c'est pas juste. Sur notre approche, en fait, alors c'est peut-être du fait que les paramètres, donc le pas et le paramètre de régularisation, évoluent au cours des itérations. 40 itérations suffisaient en fait pour atteindre la stabilité. C'est-à-dire qu'après, on ne bougeait plus. Et d'ailleurs, ce qui est assez rigolo, c'est que l'apprentissage avait tendance à faire, on va dire, tendre le pas vers zéro, c'est-à-dire à faire une sorte de early stopping, à apprendre un phénomène d'early stopping. Donc, il ne va pas vraiment essayer de résoudre en fait, le problème d'optimisation de départ. Oui, mais effectivement, ça pour accélérer le la test, convergence. pour le test, et c'est vrai que ça permet aussi, du coup, quand on applique la méthode pour la phase test, d'être plus rapide. Du coup, une fois que le réseau est entraîné, on est plus rapide qu'une approche d'optimisation. J'avais une question liée à celle de Thomas. Donc, dans cette approche déroulée ou dépliée, ce qui est appris, c'est les 3 paramètres essentiellement. Mais pour les MUCA, typiquement, il faudrait qu'ils décroisent en théorie. Est-ce qu'il y a quelque chose dans l'apprentissage qui fait qu'ils décroisent ou pas? Alors, on n'impose pas la décroissance disons pour la raison que ce serait difficile à imposer en termes d'architecture de réseau. Par contre, on a vérifié, enfin là dans le papier, on a des courbes d'évolution, ça tend quand même, alors c'est pas monotone, mais ça tend quand même jusqu'à une certaine valeur très petite. Donc ça a l'air de se comporter quand même à peu près comme attendu. Mais effectivement, on n'impose plus de contraintes sur MUCA et on n'impose pas non plus que le pas soit inférieur à 1 sur la constante de Lipschitz. Enfin, on oublie finalement un petit peu notre monde d'optimisation. Merci. Et juste pour finir la question, après je vais passer la question à Hervé Carpentran. C'est assez habituel dans ce type de méthode d'apprendre aussi la partie régularisation, qui est la plus inconnue en réalité. Et vous avez fait le choix de ne pas le faire. Il y a une raison pour ça ou? Alors, on va dire c'était un peu au cas par cas. Là, on avait envie de se concentrer sur juste les paramètres. Mais effectivement, nous, il y a d'autres travaux, je sais qu'il y a beaucoup de travaux dans la littérature où on va apprendre la régularisation. Il y a 2 familles de méthodes. Soit on peut apprendre des opérateurs linéaires qui seraient par exemple dans une régularisation de type TV, ou on peut carrément apprendre dans des méthodes de type plug and play, où on va apprendre carrément le prox en fait de la régularisation. Donc ça, on ne l'a pas fait dans ce travail-là, mais on pourrait très bien le faire. C'est aussi pour une question de temps, de coût d'entraînement. Parce que évidemment, plus on apprend de choses, plus c'est coûteux, plus c'est difficile à régler. Donc, ça va vraiment dépendre des problèmes. Merci. Hervé, dernière question, et puis on passe à l'orateur suivant.